nous voulons transmettre à nos enfants une culture, une langue, des valeurs qui nous appartiennent. Ça fait partie de notre héritage et de celui que nous souhaitons leur donner. Quand les deux parents sont de cultures différentes, la tâche est peut-être un peu plus difficile, mais le défi en vaut la peine. Louise est québécoise, son conjoint Jésus est cubain. Ils ont choisi d'élever leurs enfants André Lucas et Lisneidi dans la langue et la culture de leur papa. Chez Louise et Jésus, on parle espagnol, on mange des plats cubains et on danse sur les rythmes latino-américains. Quand j'ai connu Jésus, le fait qu'il était cubain, ça m'attirait beaucoup, c'était exotique à mon goût. Et quand je suis tombée enceinte, on s'est mis d'accord, mon mari et moi, pour qu'on élève les enfants en espagnol. Parce que Jésus, c'est une personne qui est quand même assez timide et notre réseau d'amis n'est pas très grand. On était très ensemble au tout début. Le couple était très serré. Alors on s'est dit que le seul moyen que nos enfants puissent apprendre l'espagnol, c'était vraiment avec nous. Ils ne pourraient compter que sur nous. Et du fait que mon époux a de la famille en Floride et encore beaucoup de familles à Cuba, on s'est dit qu'un jour, si nos enfants avaient l'occasion de se rendre là-bas, ce serait important qu'ils puissent communiquer avec leurs grands-parents en espagnol, avec leurs cousins et cousines aussi. Quand je parle de l'apprentissage, un bébé de 0 à 2 ans, il ne parle pas, mais il entend parler. Certains couples mixtes font le choix de parler chacun leur langue à l'enfant. En particulier quand ils sont dans le pays d'origine d'un des deux membres, parce que ça permet à l'enfant effectivement tout de suite d'être familiarisé avec les deux langues. Et des études montrent que ces enfants-là deviennent des bilingues à l'aise avec leur bilinguisme. Pour moi, principalement, mon enfant, il doit parler espagnol. C'est des valeurs qu'on doit garder, puis pour moi, c'est très important de garder ça, de ne pas les jeter comme ça. C'est très important dans la vie de quelqu'un, pouvoir parler, pouvoir se communiquer. Bon. Mira, vivo, se fue a buscar manzanas. À la maison, on essaie de parler uniquement l'espagnol avec les enfants. C'est un milieu espagnol. Bien entendu, ils ont tendance à nous répondre en français parce que leur vocabulaire, ils le développent à l'école, à la garderie, avec les amis. Mais ils nous parlent en français et nous, on leur redit en espagnol ce qu'ils viennent de nous raconter, ce qui fait qu'on leur donne le vocabulaire et ensuite, une fois qu'on leur a donné, on insiste pour qu'ils nous répondent en espagnol. C'est un travail ardu. C'est pas facile, ça vient pas toujours naturellement, mais on est convaincu que c'est une bonne méthode et qu'un jour, ils vont nous remercier. Si les parents sont de cultures différentes, à ce moment-là, il y a comme deux bagages culturels à transmettre aux enfants, donc c'est nécessairement plus complexe. Et ça amène des défis supplémentaires, mais en même temps, je dirais, ça amène de la richesse, parce qu'on transmet deux appartenances culturelles, donc c'est d'autant plus riche, dépendant évidemment du degré d'entente. C'est très relié au degré d'entente des parents, l'entente qu'ils ont ensemble sur ça. S'il y a des accords, c'est sûr que ça va faire du tiraillement et ce ne sera pas un plus pour l'enfant. Mais si les deux sont d'accord pour transmettre les deux cultures, bien, ça va faire une richesse pour l'enfant, mais là encore, je dirais que si les cultures sont plus ou moins éloignées l'une de l'autre, ça va faciliter les choses. Les garçons dans la culture québécoise sont élevés moi j'ai l'impression en tout cas qu'on essaie de les mettre au même niveau. Un petit garçon qui pleure, c'est bien correct. Une petite fille qui pleure, c'est bien correct aussi. Sauf que quand mon fils se met à pleurer, mon mari lui dit arrête de pleurer, sois un homme, montre que tu es capable. Puis ça me fait rire parce que moi je trouve que c'est un peu macho. Puis je lui dis laisse-le faire, il y a ses émotions, c'est pas grave. Tandis que la petite fille, si elle tombe, si elle se cogne, nous les Québécois, on a tendance à dire oh c'est pas grave, ça va passer. Autant pour les deux enfants, alors que mon mari, quand ma fille tombe, oh mon Dieu, le ciel nous tombe sur la tête, c'est l'enfer. Il va la prendre dans ses bras, il va la cajoler, il va l'encourager dans ses pleurs parce que c'est une petite fille. Allez. Oh! On a un petit désaccord au niveau de l'éducation des enfants parce que ici, on fait beaucoup de négociations avec nos enfants. On leur suggère des choses et on les laisse décider ou on leur donne ne serait-ce que l'impression d'avoir choisi.
grandi que du côté de mon mari, les choses qu'on décide entre adultes, ça doit être suivi par les enfants. Et ça, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Et on en parle, mon mari et moi, on essaie d'essayer de trouver un terrain d'entente, mais je constate que quand c'est lui qui s'occupe des enfants, c'est sa manière à lui. Puis quand c'est moi, c'est vraiment ma manière à moi. Puis quand on est ensemble, j'essaie de pas être trop... ne pas trop prendre de place, mais en même temps, je dis, on vit au Québec, ces enfants-là vont avoir à négocier avec une société ouverte, une société qui négocie beaucoup, et si ces enfants-là n'ont pas appris à donner leur opinion, ben ça va faire des enfants un peu déséquilibrés dans la société d'aujourd'hui. Ici, je trouve que l'éducation, c'est très bon l'éducation, c'est très bon l'éducation, mais c'est différent en nous dans le sens de que les enfants, ils ont plus de choix eux-mêmes. Chez nous, on dit, bon, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas avoir ton choix toi-même quand tu es plus grand. Mais si les enfants ils commencent à avoir des choix, aussitôt commencent l'école, des petits. Ça, c'est très important. C'est différent à nous, mais c'est très important aussi. Puis c'est des choses nouvelles que je prends. Je trouve très bien. Il n'est pas toujours facile de garder vivante la culture des deux parents, en particulier quand on vit dans le pays de l'un des parents en question. Parce qu'il y a une espèce de domination culturelle qui s'installe, on est dans le système d'un des parents, du père ou de la mère, et c'est ce système-là qui remporte, pourrait-on dire, l'enfant va être obligatoirement baigné dedans, ne serait-ce que par les garderies, que par tous les systèmes de référence qui sont présents là. Mais c'est certainement nécessaire de garder la part de l'autre parent. On essaiera souvent de garder, de préserver un peu de la différence d'un membre du couple au travers de sa culture, au travers de petits moments, souvent qui vont marquer cette différence, mais la marquer positivement. Alors quand je parle des petits moments, ça va être des rites, ça va être des fêtes, ça va être des fois les retours au pays d'origine de ce parent-là. Ça va être les retrouvailles avec la famille qui est restée, qui est aussi importante. Les grands-parents qui sont là-bas sont aussi importantes, les grands-parents qui sont ici, même si on les voit moins souvent, etc. Les fêtes à Cuba, c'est des portes ouvertes. On laisse entendre à tout le monde que c'est la fête de quelqu'un et la porte est ouverte et tout le monde peut entrer. Bien sûr, à Cuba, il y a souvent des pénuries d'aliments, donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des gros buffets, mais l'important c'est qu'on danse, qu'on soit ensemble, qu'on soit réunis. Il y a aussi la piñata. Ça, chez nous, c'est une tradition depuis que j'ai eu mon fils à 1 an. Il avait sa grosse piñata 3 fois plus grosse que lui. Il s'est jamais lâché. Pour ma fille, c'est la même chose. On va la fêter dans 3 semaines. Ça va être le gros party, la même chose. Quand on parle de culture, on parle souvent de nourriture, de musique. À la maison, on écoute la musique exclusivement latino-américaine, si je peux dire. Donc, c'est toujours en espagnol. On joue beaucoup, on danse beaucoup, c'est très spontané. Les samedis, dimanches, on fait le ménage, on danse, les enfants le savent. Au niveau de la nourriture aussi, on ne mange pas très québécois à la maison, très rarement. On va manger beaucoup d'haricots, beaucoup de riz. Les enfants adorent ça. Au niveau de la nourriture, les enfants ne sont pas des mangeurs de céréales le matin. C'est des mangeurs de jambon, de petits sandwichs. Ça, à Cuba, moi, pour y être allée, je l'ai vu, c'est comme ça qu'on déjeune. Les céréales, c'est pas très populaire. Et c'est drôle parce que les mets québécois que je lui demande, il les prépare encore mieux que nous. Il fait du pâté chinois avec du cumin, ça c'est assez étonnant. Ou bien, il va mettre toutes sortes d'ingrédients cubains dans les recettes québécoises, il va les transformer. Mais c'est intéressant, les enfants sont habitués à manger comme ça. Moi, de mon côté, quand je regarde ma fille grandir, quand je regarde mon fils grandir, je voudrais que ce soit des êtres indépendants. Pour moi, ça, c'est une valeur essentielle, qu'ils soient autonomes et indépendants, qu'ils prennent leurs décisions, qu'ils fassent leur bout de chemin, qu'ils n'acceptent pas d'être comme tout le monde, qu'ils soient différents, puis en même temps, qu'ils soient capables de dire « je suis fier de ce que je suis ». Je voudrais pas être le fardeau pour mes enfants, alors que c'est exactement ça qui arrive dans la culture cubaine, c'est que les parents savent d'avance que les enfants seront là et que dès qu'ils vont avoir des petits bobos,
ils vont pouvoir compter sur leur enfant qui va les faire vivre, qui va s'en occuper jusqu'à leur mort. C'est très important pour moi, les enfants, très important. Ça, c'est la plus belle chose que j'aurais pu avoir, les enfants. Je sais que quand je vais être pas ici, tous mes mémoires, ma façon d'être, tout ça, ça va être les enfants. Parce que les choses matérielles, ça vient, ça va, l'argent, ça vient, ça va. C'est rien ça. Mais des belles mémoires, ça reste toujours. Des petits jusqu'à la mort. C'est pour ça.